Bienvenue dans ce webinaire consacré au rôle de la pomme de terre dans le développement rural et la sécurité alimentaire. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la Journée internationale de la pomme de terre, avec le support de Wallonie-Bruxelles International et du World Potato Congress. Donc, je vous rappelle de choisir votre langage d'interprétation. Please choose your interpretation language in Teams. Si habla castellano, lo puede seleccionar directamente en Teams. If you speak English, please use directly the link provided on this page. You can also find this link directly in the Q&A section of Teams. Thank you. So, a Q&A session, une session de questions-réponses suivra les présentations. Donc, s'il vous plaît, veuillez utiliser la fonctionnalité dédiée dans Teams pour poser toutes vos questions et nous nous chargerons de faire un résumé de ces questions pour que les intervenants puissent vous répondre. Alors, quelques mots à propos de l'organisateur de cet événement, le CARA. Le CARA, c'est le Centre pour l'agronomie et l'agro-industrie de la province du Hainaut en Belgique. C'est un centre qui est dédié à la recherche en parcelles, en champs et en laboratoire, et aussi à la vulgarisation scientifique agricole. C'est un centre qui fournit de nombreux services pour le secteur agro-industriel. Comme vous le savez, la pomme de terre est un pilier de la production agricole en Hainaut, avec 21 000 hectares de production. Et nous avons aussi une importante présence de l'industrie de la transformation dans notre province. Alors, au sein de notre institut, nous avons une équipe qui se concentre sur les projets internationaux et plus principalement sur les projets internationaux dans la pomme de terre, avec un travail réalisé sur les systèmes d'avertissement contre le mildiou, sur les maladies et les ravageurs, sur la certification et la production de semences et ensuite sur la fertilisation raisonnée. Dans de nombreux pays asiatiques et africains, dont la Chine, le Bangladesh, le Vietnam, le Kazakhstan, le Congo, le Mali, la Guinée, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Alors, on me fait signe de parler un peu plus lentement. Quelques exemples de notre travail. Donc, le premier, le plus important, c'est le travail qui a été réalisé en Chine avec le développement d'un système d'avertissement contre le mildiou qui couvre actuellement toutes les provinces chinoises dans lesquelles la pomme de terre est cultivée. Donc, vous pouvez voir ceci sur la carte de la production de pommes de terre qui se superpose aux stations météo. Ce projet a été décliné en plusieurs projets pilotes en Guinée, au Rwanda, au Bangladesh et au Vietnam. Et vous pouvez avoir un aperçu des partenaires ici avec lesquels nous avons réalisé ces projets. Deuxièmement, nous avons pendant 2 ans réalisé la formation des inspecteurs de certification des semences de pommes de terre au Kazakhstan avec l'IPBB. Troisièmement, nous avons créé en partenariat avec LuxDev un logiciel de fertilisation pour conseiller les producteurs de pommes de terre au Mali, et nous avons réalisé aussi la formation aux techniciens pour utiliser ce logiciel. Finalement, nous sommes aussi très actifs dans l'organisation de tours d'échange ou de formation en Belgique et en Europe, que ce soit pour des jeunes agriculteurs, pour des chercheurs ou pour des techniciens, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avions des techniciens qui sont venus se former en Belgique à la production de semences et à la certification, et à droite, un groupe de jeunes agriculteurs chinois qui ont participé à un programme d'échange organisé par la Commission européenne et le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales chinoises. Alors, passons maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la pomme de terre, une culture globalisée, cultivée dans plus de 150 pays. La pomme de terre est le 3e aliment de base le plus consommé au monde. C'est une culture adaptable, à haut rendement, et qui présente un potentiel important dans les zones rurales à faible revenu.
Donc, nous avons ici la carte de la production de pommes de terre et un diagramme qui vous montre les pays les plus importants au niveau de la production, avec la Chine en tête, suivi de l'Inde, de l'Ukraine et d'autres pays, les pays européens n'arrivant qu'en 5e et 7e position pour l'Allemagne et la France. Alors, le thème plus spécifique du webinaire d'aujourd'hui, c'est comment la pomme de terre peut aider les communautés rurales. Et nous savons que dans de nombreuses régions, la pomme de terre joue un rôle essentiel pour offrir un revenu à court terme aux petits exploitants, pour renforcer l'autosuffisance alimentaire, pour contribuer à la sécurité nutritionnelle et pour créer des opportunités d'accès au marché et d'entrepreneuriat local. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 intervenants qui vont nous parler de leurs expériences dans les Andes, en Afrique de l'Ouest et en Chine rurale. Alors, le premier intervenant est André Deveau. André Deveau est un agronome belge qui dispose de plus de 35 ans d'expérience dans la recherche au service du développement. Sa carrière est étroitement liée au Centre international de la pomme de terre, où il a occupé divers postes en Afrique de l'Est, au Pakistan et dans les Andes, y compris celui de directeur régional pour l'Amérique latine. Il a coordonné les programmes du CIP dans les Andes et a contribué de manière significative à la valorisation de la diversité des pommes de terre natives et à la compétitivité des petits producteurs. Il est actuellement membre du conseil d'administration du World Potato Congress. Le deuxième intervenant est Bruno van der Hofstadt. Bruno van der Hofstadt est un agronome de terrain qui a consacré toute sa carrière au développement de projets autour de la culture de la pomme de terre à travers l'Afrique. Il est l'auteur de 2 manuels techniques de référence sur la culture de la pomme de terre, l'un en Afrique de l'Ouest, l'autre en République démocratique du Congo. Ces travaux ont contribué à faire passer la pomme de terre du statut de produit de luxe à celui de culture vivrière essentielle dans plusieurs régions du continent africain. Et finalement, nous aurons le plaisir d'entendre François Cernels. François Cernels est un agronome qui a dirigé des projets de coopération internationale au sein du CARA, notamment en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Son expertise dans les systèmes de culture de la pomme de terre et les réseaux d'avertissement phytosanitaire est largement reconnue. Il a été honoré par le gouvernement chinois comme l'un des 40 experts étrangers les plus influents depuis l'ouverture du pays et a reçu la prestigieuse Friendship Award, la plus haute distinction décernée à un expert étranger en Chine. Alors, juste avant de passer la parole à André Deveau, I would just like to remind our English participants or English-speaking participants, please go to the Q&A session of Teams and you will find the link to access directly to the English interpretation because there's a bug with Teams and you cannot access it directly from Teams. So you should open this link in your browser and you will be able to access English. Sorry about the inconvenience. Je passe maintenant donc la parole à André Deveau. Merci André, à toi la parole. Voilà, merci pour cette introduction. Merci aussi à tous les participants de nous accompagner dans ce webinaire. Je vais commencer avec une présentation sur l'importance de la biodiversité de la pomme de terre dans la sécurité alimentaire et le rôle qu'elle peut jouer pour améliorer la compétitivité des petits producteurs dans les Andes. J'ai développé cette présentation en collaboration avec Miguel Ordinola, collègue du Centre international de la pomme de terre à Lima. Donc, voilà, donc je vais organiser cette présentation. Il y a 4 composantes. Donc, tout d'abord, je vais vous donner une introduction sur les Andes et la biodiversité de la pomme de terre. Ensuite, je vais vous expliquer comment les actions qui ont été menées à bien pour pouvoir mieux profiter de la biodiversité de la pomme de terre pour améliorer l'accès au marché des petits agriculteurs. Je vais vous parler de l'importance des pommes de terre biofortifiées pour réduire la malnutrition. Et finalement, brièvement, je ferai la transition depuis les Andes vers les présentations sur l'Afrique de l'Ouest et la Chine.
Bon, les Andes sont le berceau des pommes de terre cultivées. Vous pouvez voir que c'est un berceau énorme avec cette photo. Et le centre d'origine de la pomme de terre donc, se trouve près du lac Titicaca, entre la Bolivie et le Pérou. Et des indices dans les études archéologiques ont montré qu'il y avait des pommes de terre étaient déjà présentes entre 7000 et 8000 ans avant Jésus-Christ. Cette photo vous montre que la grande biodiversité génétique qui existe encore au centre d'origine, et il y a encore plus de 4000 variétés de pommes de terre qui sont cultivées par les agriculteurs. Et quand je dis dans les Andes, ça va depuis la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie principalement. Donc, si vous regardez sur la droite du tableau, un des mandats du Centre international de la pomme de terre est la conservation et l'utilisation des ressources génétiques de pommes de terre. Et pour ça, le CIP a développé donc, une banque de germoplasme qui, comme vous pouvez le voir, les pommes de terre qui sont gardées sont organisées en 3 catégories. Il y a les pommes de terre cultivées et les pommes de terre natives. Et pour ça, il y a 7 espèces et près de 5000 accessions. Par accession, on entend chaque fois une variété différente. Dans les pommes de terre sauvages, qui est un peu les ancêtres de la pomme de terre, et qui ont dû être collectées dans les Andes et aussi dans d'autres parties d'Amérique du Sud, jusque même en Amérique centrale, il y a 145 espèces avec presque 2600 accessions. Et tout ce matériel est utilisé par le Centre international de la pomme de terre pour faire de l'amélioration génétique. Et pour le moment, dans la collection, il y a environ 1600 variétés améliorées qui sont disponibles. Donc au total, vous voyez que cette collection contient 152 espèces et plus de 9000 accessions. Donc il y a 9000 types de pommes de terre différentes dans la banque de germoplasme du CIP. Bon, si on retourne dans les Andes et qu'on y analyse la situation quand nous avons commencé nos activités justement pour travailler avec les petits producteurs, bon, la pomme de terre y est cultivée dans les Andes de haute altitude, entre 3300 mètres et 4200 mètres. Ce sont les petits producteurs qui dominent toute cette région. Et ils cultivent environ entre 1 à 5 hectares et souvent ils ne sont pas très bien organisés. Il y a plus d'1 million de familles dans les Andes qui cultivent la pomme de terre. Et la pomme de terre sert de base à leur système de subsistance à 2 niveaux. Au niveau tout d'abord de l'alimentation, mais aussi ça leur sert de source de revenus. La productivité est assez faible, entre 8 à 10 tonnes à l'hectare, et ils travaillent dans un contexte de vulnérabilité qui est assez élevé, et on peut le voir d'après les quelques caractères que je mentionne en bas. Donc, les risques sont élevés, les risques liés souvent au climat, les gelées, la sécheresse et d'autres problèmes. L'accès aux services est limité, donc ils ont très peu d'accès aux services, d'information ou même de marché. Et ce n'est pas facile pour eux d'accéder au marché urbain qui pourrait peut-être être plus rentable pour eux. Donc, quand nous avons commencé à travailler, on voulait analyser les opportunités de marché pour ces paysans qui avaient principalement accès à des marchés ruraux avec des prix relativement faibles. Et le défi était de voir comment les aider à pouvoir accéder à des marchés plus rentables. Et à l'époque, on s'est dit qu'une des opportunités dont il fallait profiter et qui avait été peu mise en valeur était justement cette biodiversité, comme vous pouvez voir sur la photo, là, qui est riche en couleurs, nutritive et qui aurait pu être vraiment attractive sur le marché. Donc, je résume avec cette diapositive ici. Le défi, c'était comment aider ces agriculteurs qui travaillaient dans les zones andines. Vous voyez le type de pommes de terre que cet agriculteur a récolté, comment pouvoir l'articuler à un marché plus compétitif. Ça, c'était le défi que nous avions à l'époque. Alors, pour commencer à travailler ce sujet-là, on est parti du concept de système d'innovation. Donc, l'idée, c'était de partir, comme vous voyez en haut à gauche, donc des agriculteurs avec l'opportunité de la biodiversité de la pomme de terre et arriver
donc en bas avec de nouveaux produits qui auraient pu être introduits sur des marchés avec une valeur ajoutée plus intéressante. Pour cela, il était important tout d'abord de partir de la recherche, donc avoir des résultats de recherche qui pouvaient être utilisés. Je vais vous en expliquer je vais les expliquer un peu après, des technologies, des méthodologies à mettre en valeur. Et pour cela, nous avons travaillé dans un processus d'innovation, et le processus d'innovation implique d'impliquer différents partenaires. Donc, pas seulement les chercheurs, mais impliquer les agriculteurs, bien sûr, les chercheurs, les entreprises, la société civile, pour renforcer cette capacité d'innovation entre tous ces partenaires, développer de nouvelles relations de travail et développer des alliances. Et si vous regardez là, tout en bas en orange, on a la filière là, la filière de la pomme de terre, d'accès au marché depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs. Donc, ça implique développer des innovations technologiques, des innovations institutionnelles, tout ça pour arriver à des innovations commerciales qui auraient pu être donc adéquates aux conditions des producteurs. Donc, pour réaliser cela, on a développé une approche qui s'appelle, donc c'est l'approche participative de la chaîne des valeurs. Et comme on peut voir sur les photos, cela implique des agriculteurs. On a travaillé beaucoup avec les écoles de cuisine qui ont contribué à augmenter, améliorer la visibilité et justement les options qu'on pouvait avoir avec ces pommes de terre, cette biodiversité de pommes de terre, si on peut le dire. Ça impliquait des chercheurs, vous voyez, dans un auditoire. Ça impliquait des hommes politiques. Là, vous avez le ministre de la Production qui était venu inaugurer un événement que nous avions fait justement pour promouvoir ces pommes de terre. Et bien sûr aussi les entrepreneurs. Là, vous avez un entrepreneur qui discute avec des agriculteurs, avec des ONG pour voir un peu comment travailler ensemble. Voilà, et si je vous parlais tout à l'heure on est parti de la recherche, on est parti d'une idée créative. Là, il y a un chercheur aussi qui a un jour eu l'idée de dire, mais avec toutes ces pommes de terre de couleur, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des chips de couleur? Vous voyez, là, il a développé cette idée-là, elle a été présentée. Et tous les acteurs du système d'innovation que je vous ai présenté ensemble ont été enthousiasmés. Ils m'ont dit, ah, mais ça, c'est vraiment, il faut absolument qu'on développe ça, ça va nous donner de nouvelles opportunités. Et alors, vous avez à droite la boîte, il y a un petit entrepreneur qui s'est engagé à développer le concept. Il a créé on appelait Halka Chips, qui avait donc 5-6 variétés différentes avec une description de ces variétés. Et on a pu à l'époque convaincre le duty free shop de l'aéroport de Lima de mettre ça en vente dans le duty free shop, ce qui a amené donc une valeur ajoutée très élevée. Et c'était le premier prototype de produit qui a pu être mis au point. Tout cela, bien sûr, impliquait de la recherche. Donc, il y avait de la recherche. Il fallait sélectionner des variétés de ces variétés, de la biodiversité qui pouvaient être transformées. Il fallait développer avec les entrepreneurs des protocoles de transformation et développer les produits prototypes. Et alors, avec les agriculteurs, une meilleure gestion des cultures pour pouvoir fournir un produit de qualité. Et dans ce contexte-là, travailler avec le ministre de l'Agriculture pour assurer la production d'une semence de pommes de terre de qualité. Ici, maintenant, je vais vous montrer un peu comment, parce que tout ce travail a commencé il y a plus de 20 ans, et voir un peu comment ce processus d'innovation s'est développé. Il y a eu un détonateur, je dirais. Attendez, pourquoi ça? Ici, il y a un petit problème. Attendez, je retourne en arrière. Ah voilà. Et donc, vous voyez, donc il y a un processus qui a commencé d'abord. Il y a la première phase, c'était recherche et développement. Donc, vous voyez l'idée créative des chips qui a été développée. C'est un exemple que je donne ici, qui a été développé à gauche. À partir de là, on a développé des prototypes de produits. Ça a pris environ 4 ans. L'étape suivante, ça a été de faciliter ce processus d'innovation, faire connaître ce produit, voir avec d'autres acteurs s'il y avait possibilité de développer d'autres options. Il y en a qui ont travaillé aussi avec des produits frais, des pommes de terre gourmets à mettre sur le marché. Donc, et alors, un peu à la fois, on a vu que la quantité de produits qui apparaissaient sur le marché était assez important. Il y a même, je me souviens, il y avait une dame qui a même développé un produit de beauté à partir de certaines pommes de terre qui avait un effet positif pour la santé. Et alors, la troisième phase, qui était une phase un peu de diffusion et de gestion de connaissances, qui a permis alors d'augmenter
donc les opportunités de marché, et même, vous voyez, même il y a certains qui ont été très créatifs et qui sont parvenus à produire une vodka de couleur à partir de ces pommes de terre de couleur. Vous voyez, donc c'était assez très, très ouvert au niveau du système d'innovation. Et si je vous montre, voulais vous montrer quelques photos de pommes de terre chips qui ont été développées au Pérou, et celle du milieu, là, qui était produite par Etikable, qui est une ONG française. Elle a même été disponible sur le marché ici, et on a pu la retrouver sur le marché en Europe, en Belgique, entre autres. Alors, donc, tout ce développement était assez intéressant. Et en 2021, le ministère de l'Agriculture s'y est intéressé d'un peu plus près. Et ils ont fait une enquête au niveau des consommateurs. Et il était intéressant de voir que 23% des consommateurs de chips, de snacks à Lima montraient une préférence pour ce type de pommes de terre de couleur, voilà, qui était originale et qui avait un bon goût. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un progrès très important quand on pense que si en 2008, ce produit n'était quasi pas existant sur le marché. Et si on regarde le graphique, on voit que l'évolution donc du prix de la pomme de terre, de la pomme de terre fraîche, bien sûr, telle qu'elle est achetée à l'agriculteur, on voit que le prix, quand vous voyez en orange, c'est l'évolution du prix des pommes de terre natives, et en couleur foncée, l'évolution des pommes de terre plus commerciales. Donc, elles ont augmenté, c'est de manière un peu parallèle, mais quand on fait la régression, on voit que le prix de la pomme de terre native évolue plus rapidement. Ça veut dire que la demande continue à augmenter. Sur cette photo, je vous parlais de la gestion des connaissances. On a partagé ces connaissances avec les pays environnement, avec l'Équateur, avec la Bolivie. En Équateur, il y a un entrepreneur qui a développé un produit similaire, c'est ce qu'on appelait une imitation créative. Voilà. Et comme le marché équatorien est assez restreint, il a développé et promu ce produit au niveau de l'exportation. Et vous voyez qu'il a dû positionner son produit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Allemagne et en Australie. Et récemment, le ministère de la Production en Équateur a décidé d'inclure ces chips de pommes de terre de couleur à partir de la biodiversité dans le cluster de superfood pour promouvoir l'exportation de ces pommes de terre. Donc là aussi, ce sont des résultats concrets qu'on a pu obtenir. Alors, pour terminer cette composante de la présentation, je voudrais présenter quelques éléments importants que je voulais mettre en valeur, qu'on a utilisé pour promouvoir la biodiversité de la pomme de terre dans des marchés compétitifs, améliorer les revenus des agriculteurs et la sécurité alimentaire. Un premier élément, c'est de renforcer la capacité des organisations de producteurs, renforcer leur travail, de travailler ensemble et renforcer leur capacité à pouvoir s'articuler au marché. Il y a deux éléments clés là, c'est impliquer les jeunes et aussi développer le concept d'entrepreneuriat. Deuxième aspect, c'est améliorer l'efficacité de production en réduisant les coûts de production, en améliorant la productivité et alors en contribuant à aider les agriculteurs à mieux s'adapter face au changement climatique. Et finalement, une composante qui, je crois, a joué un rôle important dans les pays, c'est promouvoir des politiques et des services qui répondent aux besoins des petits producteurs pour renforcer leur formation dans ces domaines-là, au niveau de la culture, mais ça peut être aussi au niveau de l'accès au marché, l'accès à l'information, l'accès aux technologies, renforcer leur connaissance commerciale, accès au crédit et l'assurance. Donc, vous voyez, c'est une approche multidisciplinaire qui était très importante pour accompagner ce développement et de la promotion de la biodiversité de la pomme de terre. Je vais maintenant passer à l'autre composante importante, qui est l'utilisation des pommes de terre biofortifiées en fer pour réduire la malnutrition chronique. Dans les zones de haute altitude, dans les Andes, il y a encore un niveau d'anémie qui est très élevé, qui peut arriver jusqu'à 40%. Et le CIP, dans ce cadre-là, a développé un programme de sélection de pommes de terre avec de nouvelles variétés et de caractérisation aussi de la biodiversité pour y détecter les plantes, les variétés avec une concentration plus élevée de fer, et aussi par la sélection, sélectionner des variétés plus productives et résistantes aux maladies et insectes pour améliorer la production. Et
un aspect important dans ce travail tel qu'il a été réalisé, c'était de combiner cette approche avec les variétés, avec des approches d'éducation nutritionnelle, donc des familles d'agriculteurs, et aussi collaborer avec les programmes de protection sociale qui existent dans les pays pour aider ces populations. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les pommes de terre biofortifiées en fer sont-elles une solution? Donc, vous avez vu, il y a une très grande biodiversité de pommes de terre qui existe avec une haute variabilité génétique en fer qui peut être utilisée pour l'amélioration des croisements pour obtenir des variétés plus riches en fer. Il y a un autre aspect important, parce qu'il y en a parfois, on peut imaginer que la pomme de terre a des niveaux en fer qui sont pas tellement élevés quand on les compare à certaines graines des légumes comme les épinards, par exemple. Mais la pomme de terre a des très bas niveaux de phytate, qui est un inhibiteur de l'absorption du fer, et elle a des hauts niveaux en vitamine C qui, justement, eux, promeuvent l'absorption du fer. Il y a aussi un aspect important, mais qui est applicable aux différentes cultures. Le contenu du fer n'est pas affecté par l'ébullition. Donc, si vous voyez le graphique en bas qui a été élaboré, donc qui vous montre le pourcentage de bioaccessibilité de fer, il y a 4 variétés. C'est encore des clones à ce moment-là, vous voyez, ce sont des numéros, mais c'est comme des variétés avec une concentration en fer plus élevée, pour lequel on a analysé le pourcentage de bioaccessibilité au niveau donc humain. Et quand on compare avec les haricots, c'est quand même beaucoup plus élevé, quoi. Donc ça peut être c'est une solution efficace. Et si vous regardez en dessous de la figure, là, il faut quand même se rendre compte aussi que dans les zones en altitude, la pomme de terre, c'est la composante principale de la diète, et la consommation peut aller de 300 à 800 grammes de pommes de terre par jour, ce qui est très important. Donc, les pommes de terre biofortifiées dans les zones rurales de haute altitude, une alternative. Et oui, parce que ici, je me réfère à une publication de Madame Burgos en 2023 qui a mené ces études-là. Elle a pu analyser que des variétés qui avaient été donc sélectionnées pour leur haut contenu en fer pouvaient apporter en moyenne 50%. Donc, elles ont en moyenne 50% de fer plus élevé que dans les variétés commerciales. Et si ces pommes de terre sont consommées avec une quantité de 500 grammes de pommes de terre par jour, elles peuvent apporter 50% du fer qui est requis pour des femmes qui vivent dans ces régions qui sont anémiques et dans lesquelles la quantité de fer dans le sang est très basse, avec des niveaux de ferritine qui sont plus bas que 10 mg par litre. Donc, la pomme de terre peut contribuer à améliorer donc l'absorption du fer. Ce n'est pas la seule solution, mais pour ça que l'éducation nutritive est importante. Il faut éduquer les familles et les combiner avec d'autres aliments qui peuvent aussi compléter le fer qui est requis. Je pense aux œufs, je pense à différents produits qui peuvent être disponibles dans la montagne. Et alors, voilà. Donc, pour terminer, la biofortification de pommes de terre via des méthodes de sélection conventionnelle, c'est une approche qui est prometteuse. Et pour justement répondre à ce défi dans les zones rurales en ligne d'altitude, elle peut aussi être appliquée dans d'autres régions. Et j'ai appris récemment par des collègues que maintenant le ministère de l'Agriculture du Pérou est en train de promouvoir cette approche et finance un projet très important, commencer à diffuser des pommes de terre biofortifiées dans le pays. Donc voilà, c'est de nouveau un résultat très concret qui a pu être obtenu et qui montre la contribution que la pomme de terre peut avoir au niveau de la nutrition. Je vais terminer avec voici la dernière partie. C'est un peu on va passer des Andes. Je vais vous montrer le chemin pour passer des Andes à l'Afrique de l'Ouest et à la Chine. Et je voulais vous montrer cette carte du voyage un peu de la pomme de terre, le fantastique voyage de la pomme de terre dans le monde. Donc vous voyez à gauche, la pomme de terre donc venait des Andes. Et depuis le XVIe siècle, la pomme de terre a commencé, les conquistadors ont commencé à faire circuler la pomme de terre qui est d'abord arrivée en Europe, qui est arrivée dans différents pays d'Europe. Et alors après, de l'Europe, cette pomme de terre est partie aux États-Unis. Et alors par la suite, la pomme de terre est partie un peu partout dans le monde. Vous voyez en Afrique, en Asie et dans différentes régions.
Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la pomme de terre est cultivée sur 20 millions d'hectares dans le monde entier, dans différentes conditions agroécologiques. Et comme on l'a déjà présenté dans l'introduction, c'est la troisième culture la plus importante, la troisième culture nutritionnelle la plus importante après le riz et le blé. Et ce graphique qui tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait environ 385 millions de tonnes de pommes de terre qui sont cultivées au niveau mondial. Ici, il y a une répartition par région. Donc, vous voyez dans la ligne bleue du bas, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, la pomme de terre, on peut voir que le pourcentage, l'évolution de la pomme de terre augmente beaucoup. C'est pour ça qu'on va vous parler, on va donc vous donner le cas de l'Afrique de l'Ouest. L'Asie, c'est là que la croissance a été la plus importante, du fait, entre autres, de la production de pommes de terre en Chine et en Inde, qui sont parmi les plus grands producteurs de pommes de terre au monde. Et après, vous voyez les autres régions. Bon, je viens de vous parler de l'Amérique du Sud, qui est en vert foncé, où elle continue à augmenter doucement, mais elle est déjà importante depuis le début. L'Europe, ça diminue parce qu'il y a une diminution de consommation du fait du changement des habitudes de consommation. Et au-dessus, vous avez l'Amérique du Nord, où elle se maintient relativement constante. Voilà. Donc maintenant, mes collègues vont vous parler de la situation de l'Afrique et de l'Asie en vous parlant de la Chine. Et je vous remercie. Merci beaucoup, André, pour cette très intéressante présentation. Just before we continue, a few words in English to say to all the participants that are in the English language. If you don't have access to English directly through Teams, you can connect to the English by using this. One moment. Yeah, this QR code with your phone, or you can log on the Interprefy platform in English on your browser. This link is also in the Q&A session. So please connect directly to there if you don't have access in English to English in Teams. Thank you. Donc, merci. Je vais maintenant passer la parole à Bruno van der Hofstadt. Bruno, la parole est à toi. Je pense que tu es connecté. Ta présentation oui, je pense. Est-ce que tu m'entends bien? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. En collaboration donc avec mes collègues Mahamadou Koulibaly et Bourema Keïta, je vais vous présenter l'importance de la filière pomme de terre en Afrique de l'Ouest au bénéfice des agriculteurs et de la sécurité alimentaire. Alors, nous allons d'abord essayer de faire une vue globale. Et pour cela, j'ai donc repris une carte d'Afrique où il est indiqué différentes valeurs qui sont en fait donc les moyennes de consommation par kilo et par habitant et par an. Alors, vous pouvez d'abord voir une zone en Afrique donc du Nord où les chiffres sont repris en rouge. Vous avez ensuite qui sont notamment élevés. Vous avez ensuite une zone d'Afrique de l'Ouest où les chiffres sont plus bas et sont repris en fait en vert. Ensuite, vous avez l'Afrique donc des hauts plateaux où les chiffres sont pris en bleu. Et enfin, il y a des derniers chiffres pour le bas, donc vers l'Afrique du Sud. Je voudrais insister sur une clé de la pomme de terre qui a besoin d'une période de froid pour pouvoir avoir des rendements conséquents. Et cette caractéristique de la culture, je veux dire, si on l'implique dans les différentes zones, eh bien, on peut voir qu'en Afrique du Nord, il y a deux saisons qui permettent en fait de cultiver parce qu'on va retrouver donc des périodes de froid. Si nous nous situons en Afrique de l'Ouest, eh bien, dans le cas où, je vais dire, nous ne sommes pas en altitude, il n'y a qu'une seule saison qui est possible, qui va donc, je veux dire, débuter au mois de novembre. Il y a deux zones, je veux dire, où on va retrouver de la pomme de terre en altitude, qui est la Guinée et le Cameroun. Et dans ce cadre-là, je vais dire qu'on peut avoir deux saisons par an.
Enfin, lorsque nous allons nous situer dans la zone des Grands Lacs, c'est-à-dire en altitude, mais comme nous sommes en altitude, nous allons retrouver une différence de température presque tout au long de l'année, ce qui fait qu'on va trouver, je vais dire, 2 saisons de culture pendant les saisons des pluies, donc la saison B et la saison A, et une saison de culture pendant la saison sèche. Vous avez vu que cette période de froid est très importante et va avoir une implication directe sur le potentiel de production de ces différentes zones. Et c'est ce que nous pouvons retrouver dans ce graphique-ci, puisque vous pouvez voir que donc en Afrique de l'Est, c'est cette partie-là qui produit le plus, suit ensuite donc l'Afrique du Nord et ensuite l'Afrique de l'Ouest. Si nous nous intéressons maintenant de plus près à justement l'Afrique de l'Ouest, vous avez ici différents chiffres. Donc c'est les chiffres de 2023 de la production. Alors on peut voir que c'est le Nigeria qui était de loin en tête, suivi de la Guinée, du Mali et du Niger. Alors encore une fois, il est très important de rentrer cette clé de culture de la pomme de terre. Et si dans le graphique que vous pouvez voir en dessous, si on prend en rouge la courbe des températures, donc moyenne mensuelle maximum, et en bleu la courbe des températures moyenne minimum, eh bien, vous pouvez voir que le plus grand écartement se trouve bien entre le mois de décembre et janvier. Ça veut dire que pour toute l'Afrique de l'Ouest, il est fondamental de caler le cycle, je vais dire, dans cette période-là, c'est-à-dire avec une plantation à partir du 15 octobre. On peut même dire que on pourrait presque, je vais dire, mettre une latitude minimum de plantation que j'ai indiquée par une ligne en rouge ici. Pourquoi? Parce qu'en dessous de cette latitude-là, on va vraiment avoir des rendements qui sont décevants. Bien sûr, si nous ne sommes pas en altitude, puisque dès qu'on est en altitude, on a de nouveau plus de froid. Alors, encore quelque chose qui est important, c'est que si le cycle est calé entre le mois d'octobre et le mois de février, pour toute la partie sahélienne, nous sommes bien donc en saison sèche et donc il est important de pouvoir irriguer les champs de pommes de terre. Je vais essayer de faire une description, je vais dire, de la culture de pommes de terre au Mali, en vous rappelant peut-être que sur le Mali, la principale zone de culture se trouve au sud du pays, qui est la région de Sikasso. Donc, si on parle de l'origine des semences, eh bien, dans la grande majorité des cas, donc les semences viennent donc d'Europe, c'est de la classe A. Il y a parfois aussi donc des semences non certifiées qui peuvent venir du Maghreb. Au niveau des variétés, on va s'orienter toujours donc des variétés actives, parce que je vous rappelle que la fenêtre de plantation est quand même très étroite et le cycle est très court. Donc des variétés hâtives avec une peau blanche et donc une chair jaune. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est que le marché demande des gros calibres. Le prix de la semence est très élevé, donc il faut l'acheter en Europe, mais aussi il faut la transporter. Donc on arrive plus ou moins à 1,67 €, donc du prix du kilo vendu à l'agriculteur. Une caractéristique aussi des plants sur le Mali, c'est qu'il faut savoir qu'ils viennent d'Europe. Donc, ça veut dire qu'au mois d'août et au mois de septembre, ils sont encore au champ. Donc, il va falloir les récolter, les conditionner, les certifier. Ça veut dire que la plupart du temps, les semences arrivent dans un état physiologique très jeune sur le Mali. Et pour répondre à ce problème, les agriculteurs maliens vont essayer de pousser la germination en mettant les pommes de terre sur un lit de sable humide.
Une autre caractéristique qui est importante aussi, c'est que dans la plupart des cas, les agriculteurs vont donc sectionner les tubercules de sorte de pouvoir planter par germe. Alors ça, l'avantage bien sûr, d'une part d'utiliser moins de quantité de semences à l'hectare et d'autre part, comme on a des plantes monogermes, d'avoir des plus gros calibres. Au niveau donc de la phytotechnie, au niveau de la fertilisation, on voit que souvent les agriculteurs utilisent des complexes céréales, 15-15-15. Malheureusement, ils en utilisent souvent en excès, alors que d'autre part, ils n'ont pas assez de matière organique et donc ils en utilisent peu. Au niveau de la préparation des sols, il est intéressant de voir et d'expliquer qu'à la fin de la saison des pluies, c'est-à-dire au mois d'octobre, dans les bas-fonds, on retrouve donc la nappe d'eau qui est à 50 cm, donc en dessous du niveau du sol, ce qui va faire que les agriculteurs vont faire tous les 50 mètres un trou, donc un puisard, et ils vont donc planter leur champ autour de ces puisards. De plus en plus, on travaille maintenant en planche de manière à donc pouvoir, je vais dire, faire une irrigation mécanisée. Donc, je vais vous parler de l'irrigation. Ça, c'est vraiment la première photo que vous voyez. C'est tout à fait typique. C'est un agriculteur qui va laisser tomber sa calebasse dans son puisard et qui va donc épandre l'eau sur la culture de cette manière-là. Et donc, maintenant, je veux dire, du fait qu'on travaille en planche, les agriculteurs vont plus travailler avec des motopompes et avec donc le creusement de réserves d'eau beaucoup plus importantes. L'utilisation de motopompes est actuellement dans certains bas-fonds des problèmes parce qu'il y a gaspillage d'eau et en fin de cycle, il peut arriver qu'on ne le, je veux dire, il y a un manque d'eau et on n'arrive plus à la fin de la culture. Nous avons pensé aussi qu'il était intéressant de vous parler de quelques maladies, parce qu'il y a quelques spécificités, notamment sur le Mali, qui sont intéressantes à expliquer. Bien sûr, au niveau des bactéries, nous sommes en dessous du Sahara, donc nous retrouvons quand même le Ralstonia solanacearum, qui est à notre sens, je vais dire, un des principaux problèmes. Nous trouvons aussi, bien sûr, de manière un peu plus commune, de l'Erwinia, et on peut peut-être citer qu'on trouve relativement peu de galles communes. Alors, au niveau des champignons, eh bien, il est quand même très intéressant d'expliquer qu'il n'y a pratiquement pas de mildiou sur le Mali parce que pendant la saison de culture, il fait d'une part très chaud et il fait aussi très sec. Donc, nous ne sommes pas dans des conditions climatiques favorables à son développement. Ceci n'est bien sûr pas valable pour des zones de culture au Sénégal ou alors en Guinée où on est en altitude, où là, donc, on retrouve bien sûr beaucoup plus de mildiou. On retrouve aussi de l'alternariose, mais c'est relativement rare. Pendant le stockage, on retrouve Fusarium et du Coma. Le Rhizoctonia est relativement rare aussi. Alors, donc, au niveau des ravageurs, il est aussi très remarquable de dire que donc la teigne n'existe pas sur le Mali, alors qu'elle est bien présente en Guinée, au Sénégal, en Algérie, donc dans les pays avoisinants, elle est bien présente. Il faut aussi toujours faire attention aux nématodes qui sont à peu près partout répandus. Il était très intéressant aussi de rappeler que la zone de Sikasso est donc une zone de bas-fond
Et c'est une zone où on cultive de la pomme de terre depuis plus de 40 à 50 ans sur les mêmes sols. Et on peut se poser la question, comment est-ce que la qualité ne se dégrade pas? Et donc, il faut savoir quand même que durant la saison des pluies, donc ces champs-là sont transformés en rizières et donc tout est inondé. Et donc, nous pensons que les parasites et pathogènes, en fait, sont asphyxiés durant cette période-là. Alors, ce qui me semble très important, je vais dire, dans cette partie maladie et ravageur, c'est qu'on peut dire qu'en en très grande majorité, sur le Mali, aujourd'hui, on n'utilise aucun pesticide dans les champs de pommes de terre parce que il n'y a pas de problème qui l'impose. Au niveau donc de la récolte, donc je vous rappelle que le cycle est très court, plus ou moins 3 mois, que toutes les récoltes se font de manière manuelle. Nous avons des rendements entre 20 et 33 tonnes hectares. Dans la région de Sikasso, on va tourner à 22 tonnes hectares. Au niveau du coût de production, ben, il est évalué à 2 500 000 francs CFA à l'hectare, ce qui fait plus ou moins 3 800 €. Et quand on observe donc d'un peu plus près la distribution de ces coûts de production, on voit dans le graphique en fait que 62% de ces coûts, ce sont les intrants, et dans ces intrants, 33% représentent donc le coût de la semence. Je vous avais dit au départ donc qu'elle était très chère. Si l'on observe le marché, donc dans le graphique que vous pouvez voir, donc la ligne bleue, ce sont le prix grossiste des gros calibres, et la ligne rouge, c'est le prix grossiste donc des petits calibres. Et donc, vous observez très bien qu'au mois de février, mars, avril, nous avons des prix qui sont relativement bas, puisqu'il s'agit de la période où tout le monde va récolter. Un prix plancher pour les gros calibres de 250 francs CFA et 200 francs pour les petits calibres. À partir du mois d'avril-mai, les prix vont commencer à monter jusqu'au mois d'août pour finir dépasser l'euro du kilo. Alors, pour pouvoir bénéficier, je vais dire, de prix plus intéressants, il y a les agriculteurs qui ont mis au point des méthodes de conservation. Vous avez une méthode de conservation traditionnelle, je vais dire, qui se fait dans des cases avec simplement des caisses. Et donc, ça permet de conserver d'avril à juin pour un prix plus ou moins de 30 francs CFA du kilo. D'autres quantités peuvent bénéficier de stockage frigo. On estime quand même que ça ne représente pas plus aujourd'hui de 5% de la production. Et donc, la conservation se fait alors du mois d'avril à août pour un prix de 50 francs CFA par kilo pour 5 mois. Il faut dire aussi que pour l'approvisionnement en septembre, octobre, novembre, décembre, ben, c'est quand même principalement donc de la pomme de terre qui est encore importée sur le Mali qui est consommée. Alors, au niveau de la rentabilité, on a présenté les choses avec ce petit graphique où vous avez donc à droite les tonnages vendus à l'hectare et en dessous le prix de vente. Alors, si nous prenons un exemple d'un agriculteur qui va vendre 18 tonnes hectare et qui va donc avoir un prix plancher de 250 francs CFA du kilo ou 0,38 cents ou 0,38 €, en fait, il va avoir une marge brute de 3 790 € en tenant compte toujours des coûts de production que nous avons décrits précédemment. Dans ce genre de graphique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre en exergue très, très facilement la limite de la rentabilité.
Et donc, c'est bien dans la zone bleue. Donc, dès que l'agriculteur se retrouve dans la zone bleue, soit par des rendements trop faibles, soit par des prix de vente trop faibles, eh bien, il perd de l'argent. Alors, je vous ai parlé du prix plancher parce que, en général, les agriculteurs peuvent vendre parfois un peu plus cher, surtout s'ils ne sont pas dans la zone de SICASO, ce qui va faire que nous allons avoir alors des marges à l'hectare qui vont plus s'approcher et même dépasser les 5 000 euros donc par hectare. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette rentabilité? Ben, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, la pomme de terre est réellement une culture de rente. Donc, c'est une culture qui peut ramener de l'argent, mais c'est aussi une culture qui demande des investissements. Et ce qui est toujours dangereux, c'est que si l'agriculteur donc a raté sa culture, il peut se retrouver endetté. Alors, un mot de la sécurité alimentaire à laquelle la pomme de terre peut contribuer. La première chose que l'on peut dire, c'est que, je vais dire, ces dernières décennies, la pomme de terre est largement rentrée dans des habitudes de consommation, ce qui a fait aussi qu'il y a eu une dispersion de la culture. Donc, je vous avais parlé de la zone de SICASO qui se trouve en rouge tout à fait dans le bas du pays, mais aujourd'hui, donc, la culture commence à se développer autour donc des grands centres et dans les campagnes. La pomme de terre est intéressante pour la sécurité alimentaire parce qu'aujourd'hui, les chiffres de l'estimation de la dernière saison, c'est-à-dire 2024-2025, on tourne entre 350 000 et 400 000 tonnes, ce qui représente au minimum un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros par an. Alors donc, une grande différence peut-être avec les autres pays d'Afrique et certainement, je veux dire, par rapport à l'Afrique de l'Est, c'est que la pomme de terre, en fait, est très peu autoconsommée par les producteurs parce que c'est une cash crop. Donc, on essaye d'abord de la vendre et les agriculteurs vont plutôt consommer les petits calibres et les calibres qui sont endommagés. Le dernier point important pour la sécurité alimentaire, c'est que les revenus donc de la culture arrivent au mois d'avril, mai, juin, et cette période, je veux dire, correspond au début de la période de soudure pour les agriculteurs. Et donc, je veux dire, c'est du cash qui rentre dans les ménages, c'est très important pour eux. Au niveau des challenges, comment est-ce qu'on peut voir les choses en Afrique de l'Ouest? Ben, je crois que le principal challenge, c'est d'essayer donc d'augmenter la production pour répondre à la demande, en faisant attention de garder un prix de vente accessible donc pour les ménages, mais en gardant aussi des marges pour l'agriculteur. Donc, c'est un équilibre qui doit continuer à s'installer. Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Ben, au niveau de la durabilité de la production, ben, on va essayer bien sûr d'augmenter les rendements tout en préservant la qualité. On va continuer à organiser les producteurs. Il y a tout un travail de rationalisation de la fertilisation et de valorisation de la matière organique qui doit être fait, et surtout aussi alors un management du principal problème sanitaire qui à long terme sera et reste le ralstonien. Au niveau des marchés, ben, il est important que la culture continue à se diversifier, parce que au plus elle se rapprochera des grands centres, ben, au moins il y aura de frais de transport, donc elle pourra être proposée à un meilleur prix. Il faut développer aussi des capacités de stockage, et on peut penser aussi donc à l'exportation de la pomme de terre vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest.
Un point important aussi, vous avez vu que la disponibilité de semences est importante dans le temps et dans son prix. Et donc, beaucoup de travaux ont été faits à ce niveau-là et on peut certainement avancer aujourd'hui que la multiplication locale de plants est faisable et est rentable. Pour y parvenir, eh bien, il faudra certainement renforcer les futurs multiplicateurs et ceux qui ont déjà commencé. Et il faudra aussi, ça c'est important bien sûr, continuer à soutenir donc le schéma de certification spécifique pour les plants de pommes de terre. Enfin, la culture de la pomme de terre, comme toutes les autres cultures, elle va rencontrer des problèmes de changement climatique. Dans le cadre ouest africain, un des premiers problèmes sera certainement le management de l'eau. Donc, il faut certainement essayer de la préserver et de l'utiliser au mieux. Alors, un second problème, je vous ai dit que j'ai essayé de vous expliquer que les fenêtres de plantation étaient relativement restreintes. Ça veut dire que le changement climatique pourrait aussi perturber donc ces fenêtres-là. Et dans ce cadre-là, le développement donc de cultures, de primeurs pourrait trouver leur place. Voilà. Donc, je vous remercie pour cet exposé et je vais passer la parole à mes collègues. Bien, merci beaucoup, Bruno. Nous allons donc maintenant passer à François Cernels. Le temps de partager sa présentation. Voilà, François, la parole est à toi. Bonjour à tous. Nous passons maintenant sur un troisième continent. On a mentionné tout à l'heure l'importance en termes de niveau de production de la Chine, niveau production et surface. À l'origine, la production en Chine est plutôt orientée vers la fourniture d'une alimentation pour les populations vulnérables dans des régions relativement pauvres. Mais aujourd'hui, c'est surtout en train de devenir aussi un moteur important de la lutte contre la pauvreté à des échelles régionales. Alors, un peu comme nous avons vu pour les autres régions, les autres continents, il y a des zones de distribution de la pomme de terre importantes avec des variations de périodes de production. En gros, on distingue 4 grandes régions qui fournissent des pommes de terre pendant toute l'année. Néanmoins, il y a 2 grandes régions, celle du nord en orange, qui produit à peu près la moitié de la production et dans laquelle sont installées pratiquement toutes les usines de transformation. Attention, la transformation reste très marginale, elle fait de l'ordre de 10% de la production totale. Une deuxième zone plus au sud, qu'on va qualifier de zone du sud-ouest à culture mélangée, qui va produire une quarantaine de pourcents. Et là, ce sont surtout des zones de montagne. Le nord, ce sont des zones plutôt froides et arides. Au sud, ce sont des zones de montagne subtropicales, mais avec un relief donc très désavantageux. Et puis, à l'est, on a à l'est et au sud-est, on a des zones plutôt tropicales qui vont fournir des petites quantités de l'ordre d'une dizaine de pourcents en tout. Ici, on retrouve la distribution des pommes de terre. La pomme de terre a été introduite dans les années 1700 ou 1600 et 1700. Elle s'est généralisée progressivement dans l'ouest, le sud-ouest et le nord, donc de nouveau des zones relativement pauvres, soit arides et froides, soit montagneuses. Là où en fait n'était pas facile à produire les autres grands denrées alimentaires, hein, donc le riz, le blé et le maïs. Jusque dans les années 1990, la pomme de terre a attiré très peu l'attention des autorités et la pomme de terre était avant tout une production consommée un peu comme un légume ou alors un petit peu sous forme de snack ou pour faire des nouilles, puisqu'on peut simplement broyer des pommes de terre, en extraire de l'amidon et fabriquer des nouilles.
Alors, la consommation par personne est relativement moyenne, de l'ordre de 47 kg par an, mais elle varie très fort suivant les régions. Dans cette fameuse région du nord, du sud-ouest, c'est beaucoup plus important. Et il y a des zones où la pomme de terre est carrément l'aliment de base et on peut en consommer le matin, le midi et le soir. C'est une alimentation qui est considérée comme l'alimentation des pauvres, à l'opposé du riz et des nouilles à base de blé, qui sont les aliments plutôt considérés comme riches. Les formes de consommation, c'est avant tout sous forme de produits frais, des pommes de terre fraîches, épluchées, bouillies, entières ou en morceaux. Vous voyez sur la table juste devant vous des pommes de terre entières. Une petite quantité est également utilisée comme alimentation pour le bétail, notamment des cochons. Quand les récoltes sont suffisamment abondantes, on va nourrir on va utiliser une partie de la récolte pour nourrir des porcs. On en transforme une partie, une petite quantité sert à la production de semences et bien sûr, on en perd toujours un petit peu. Si vous doutez de l'importance de la consommation des pommes de terre, je vous recommande le petit livre, même le gros livre qui a été écrit par notamment Tsudomu, l'actuel directeur général de la FAO, qui a été ministre de l'Agriculture en Chine, et le regretté Xie Kaiyun, décédé il y a quelques années, qui travaillait pour le CIP à Pékin et qui a recensé plus de 300 recettes différentes sous la forme desquelles les pommes de terre sont consommées en Chine. Alors récemment, dans les années 2015-16, un changement politique majeur a été pris et la pomme de terre a subi ce qu'on appelle une stabilisation. Donc c'est un anglicisme pour désigner le passage de la pomme de terre du statut de produit de type légumes ou de type alimentation secondaire à une considération comme un aliment de base très important. C'est une politique qui s'appliquait déjà à 3 cultures principales, le riz, le blé et le maïs, donc qui étaient les 3 cultures de base. S'y est ajouté donc en 2015-16 la pomme de terre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie qu'on accorde à la pomme de terre des politiques nationales et locales d'ailleurs également, dans tout ce qui concerne la recherche, le suivi de la production, un éventuel suivi des prix en vue d'un possible contrôle, de la distribution en cas de famine localisée, des investissements pour les infrastructures. Bon, tout ça n'a pas été mis en place de façon parfaite pour la pomme de terre, mais c'est en tout cas un changement de statut au niveau de la considération pour l'attention apportée par les autorités, mais aussi par les entreprises et les grands acteurs. La grosse différence entre la pomme de terre et les 3 autres cultures principales, c'est que les 3 premières ont des rendements qui, par rapport à la situation mondiale, sont déjà très bons. On est au-dessus de la moyenne mondiale pour le blé, le riz et le maïs, mais pour la pomme de terre, on est loin en dessous. Les rendements sont de l'ordre de 10-15 tonnes. Attention, dans certaines régions, on monte à 20, 25, 30 tonnes, voire 40 tonnes, lorsque les sols sont très bons, les climats très bons et la mécanisation et les autres intrants suivent. Mais d'une façon générale, on se situe plutôt entre 10, 15, 20 tonnes. Et donc, le potentiel est encore très important puisqu'on pourrait imaginer de monter ce potentiel, enfin d'arriver à des productions moyennes de l'ordre d'une trentaine, voire une quarantaine de tonnes. La pomme de terre a aussi une très bonne valeur nutritionnelle, André en a déjà parlé, et alors elle a une série d'avantages agronomiques puisqu'elle est très adaptable et on la trouve dans toutes sortes de contextes et elle est relativement plus résistante à la sécheresse et au froid que d'autres cultures. Du point de vue économique, eh bien, le bénéfice qu'en tire l'agriculteur, évidemment, ça change suivant les années et les régions, mais un ordre de grandeur est à l'échelle du mou, donc la surface habituelle en Chine, qui est un 15e d'hectare, donc un bénéfice de l'ordre de 400 à 600 renminbi, comparé à peu près la moitié ou le tiers pour les grains, blé, maïs, riz, sachant que le revenu
L'ordre de grandeur du revenu d'un fermier est d'environ 20 000 renminbi par an. Oui. Prenons quelques exemples de cette grande variation de contexte dans lequel on cultive la pomme de terre. On va d'abord se situer en plein milieu de la Chine, dans une région qualifiée d'ouest de la Chine. Sur la carte, ça paraît être le centre, mais plus à l'ouest, ce sont surtout les grandes montagnes de l'Himalaya et des grands déserts. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'ouest de la Chine, le sud-ouest de la Chine, une région subtropicale avec un climat influencé par la mousson et assez humide, mais en altitude. On est au-dessus de 800 mètres pour avoir les pommes de terre pratiquement, avec des régions de relief extrêmement accidenté. Vous voyez sur la photo de droite des cultures qui sont faites sur non pas de véritables terrasses, mais des champs légèrement travaillés sur les pentes naturelles. Dans d'autres régions, on va trouver des terrasses complètement travaillées, évidemment. Le travail est pratiquement impossible à faire mécaniquement, donc c'est un travail manuel avec de très très petites fermes de l'ordre d'un demi-hectare. Et très souvent, la culture, comme sur la photo de gauche, est intercalée. Donc, on a une ligne de maïs, par exemple, une ligne de pommes de terre, ou une ligne de légumes et une ligne de pommes de terre. Un des problèmes qui caractérise cette région, c'est que souvent, la pomme de terre est produite sans rotation. Et donc, on va retrouver tout le paysage occupé par de la pomme de terre, année après année. Heureusement, le nématode kyste n'est pas présent pour le moment, mais c'est un véritable danger. Un autre exemple maintenant, dans la région, là, la province du Gansu, donc on file 1300 km au nord. Là, on se retrouve avec des climats continentaux arides, avec seulement 300 mm d'eau par an. Donc c'est trop peu pour la pomme de terre, pratiquement. Il faut avoir recours à de l'irrigation. On va trouver, ce n'est pas généralisé, mais on va trouver la mise en place de mulch sous forme de film plastique, par exemple, et on va utiliser des variétés qui doivent être adaptées. On reparlera des variétés plus tard. La région fait partie de ce qu'on appelle le grand plateau de l'Eus et il est à une altitude encore beaucoup plus élevée, 1500 mètres, avec une période très froide, évidemment. Là, le travail est un petit peu plus mécanisé peut-être qu'à Chongqing, mais on reste dans des fermes qui sont souvent très, très petites et avec beaucoup de travail encore sous forme manuelle. Oui. Un troisième exemple, pour montrer la grande diversité, là, on file presque 3000 km au nord-ouest. On est encore plus au nord, avec là une saison de culture limitée à environ 4 mois sans gel. 4-5 mois sans gel. Les pluies sont un petit peu plus abondantes, 400 et des millimètres par an. Heureusement, elles sont plutôt concentrées en été, ce qui permet de fournir à la pomme de terre ce dont elle a besoin. Et à côté d'une petite agriculture vivrière, on trouve des grandes fermes d'agriculture pionnière avec une mécanisation beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire qu'on y trouve déjà beaucoup d'automotrices ou beaucoup de grosses machines, mais on a quand même une mécanisation beaucoup plus significative avec toute une flotte de tracteurs moyens, on dirait, par rapport à ce qu'on trouve dans les pays industrialisés, des tracteurs de l'ordre de 50 à 100 chevaux et une bonne partie des activités qui vont être mécanisées, mais pas tout. Vous voyez par exemple sur la photo en bas à droite que la récolte est faite en 2 temps. Avec une première machine, on soulève les pommes de terre et puis une armée de travailleurs saisonniers ramassent les pommes de terre qui ont été soulevées et les mettent en sac et les chargeront après dans des camions. C'est une région qui est parfaitement adaptée à la production de plants de pommes de terre. Alors, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est inutile. Voyons maintenant quelques-uns des facteurs importants qui ont contribué à l'amélioration de cette production. Donc, vous avez vu la façon dont la courbe de la production en Asie augmentait. Elle est en grande partie due à la courbe propre à la Chine. Et ce qui a été frappant au cours des 25 dernières années, j'ai été témoin privilégié en allant dans pas mal de campagnes, c'est toute une série de facteurs, dont par exemple la mécanisation, mais pas nécessairement une mécanisation à très grande échelle du premier coup.
il y a beaucoup de mécanisation qui est une mécanisation intermédiaire, moyenne. Hein. Vous voyez dans certaines régions, donc simplement des petits motoculteurs, hein, des motoculteurs de l'ordre de 3 chevaux. Donc c'est minuscule, mais ça multiplie déjà par 10 pratiquement la productivité d'un agriculteur. Puis après, on peut passer à des petits tracteurs de l'ordre de 10 chevaux, hein, c'est la photo du milieu, bon, ben, qui augmentent encore un petit peu la productivité du travail. Et puis après, ben, toute une flotte de petits tracteurs de l'ordre de 25, 30, 40, 50 chevaux qui sont assez fréquents. Et ce n'est que récemment qu'on voit apparaître du matériel plus lourd, comme ce que vous avez en haut à gauche. Quand je dis plus lourd, ça reste encore largement inférieur à ce qu'on voit dans les pays industrialisés, mais tout doucement, c'est en train de s'implanter. La mécanisation, ce n'est pas seulement le matériel de travail du sol, de plantation, de récolte, mais c'est aussi tout ce qui va concerner l'irrigation dont Bruno nous a déjà parlé pour l'Afrique. La mécanisation de l'irrigation en Chine est un peu plus avancée. On va trouver dans des régions comme la Mongolie intérieure, où ce sont de grandes fermes de type industriel qui s'implantent notamment, on va retrouver du matériel comme des grands pivots irriguant des parcelles de l'ordre de 60 à 80 hectares d'un seul tenant. On va aussi trouver de grands canons d'irrigation. Et dans ce qui est peut-être plus original, c'est que se met aussi en place toute une irrigation au goutte à goutte avec la combinaison d'un mulch plastique. On a vu la photo tout à l'heure au Gansu, donc une feuille de plastique posée au-dessus de 2 buts en général, ou en tout cas de 2 lignes, et un tuyau goutte à goutte sous le plastique dans la butte carrément. Donc c'est un des systèmes qui va permettre de valoriser au mieux l'eau. Un autre domaine où la mécanisation à la limite, nous prend déjà un petit peu de vitesse, nous autres, c'est la pulvérisation. Donc, on va revenir sur l'importance des traitements phytosanitaires, mais jusqu'il y a 15 ans, je dirais, ce qu'on trouvait dans la plupart des régions, ce sont des petits pulvérisateurs à dos, type sac à dos, hein, donc, et à mécanisation manuelle. Donc, la personne qui pulvérisait devait actionner le manche avec son bras. C'était épuisant, très peu efficace parce que très peu régulier. Maintenant, pratiquement tous ces petits pulvérisateurs à dos ont été remplacés par des pulvérisateurs à dos, mais à moteur thermique, comme l'exemple que vous voyez là à droite, ou maintenant de plus en plus avec des moteurs électriques, beaucoup plus légers, qui ne font plus de bruit et qui se rechargent très facilement. Bien sûr, dans les grandes régions où la mécanisation est importante, on va retrouver les grands pulvérisateurs comme ceux qu'il y a dans nos régions. C'est la photo en bas à droite. Mais une des choses qui est en train de se développer à toute vitesse, c'est la pulvérisation par drone. Et en quelques années, on a vu les drones agricoles se multiplier d'une façon tout à fait exceptionnelle, et avec des applications pratiques dont l'efficacité n'est peut-être pas toujours parfaitement convaincante, mais en tout cas est certainement intéressante à suivre. Alors, quittons la mécanisation au sens strict et voyons des apports différents en termes d'amélioration de la compétitivité pour la production. Mais le fléau principal qui était mentionné il y a 15-20 ans, c'était le mildiou. Alors, c'est toujours quelque chose qui est important, mais qui est maintenant nettement mieux maîtrisé qu'avant. Je me souviens dans les années 2005, quelque chose comme ça, les nouvelles à la télévision annonçaient régulièrement des zones où le mildiou était catastrophique, avec des destructions de 50, 60, 70% de la récolte de pommes de terre. Donc, c'était notamment dans les régions du nord et de l'ouest, où c'était donc véritablement catastrophique parce que c'était la destruction de la partie principale de la récolte servant à l'alimentation de la population. La Chine est un exemple tout à fait extraordinaire de mise en place de systèmes d'avertissement. Il y en a 2 principaux, hein, celui auquel le CARA a participé avec l'entreprise Huixi Zhunda de Pékin, qui est en place dans 14 provinces et qui fonctionne d'une façon tout à fait impressionnante. Il y en a un autre mis en place par l'université du Hebei, surtout dans la province de Hebei et dans le nord-est. Ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est
la force de frappe de l'organisation collective en utilisant ensemble un seul grand système, donc qui a permis d'améliorer d'une façon vraiment spectaculaire la protection, notamment dans les zones où la pomme de terre est très, très importante. Il ne faut pas négliger dans le succès de cette opération l'importance de la formation. Et donc là où ça a très bien marché, c'est vraiment, entre autres, grâce à la formation des agriculteurs et des techniciens. Le vrai problème qui reste, c'est celui des pesticides, on va en parler tout à l'heure, et donc il faut maintenant passer à l'intégration des biofongicides dans cette stratégie. Les variétés, au départ, ce sont de vieilles variétés européennes qui sont mises en culture, notamment par les Allemands. Ces vieilles variétés existent toujours, on les retrouve dans les campagnes retirées, les souches sont complètement polluées, donc non pures, hein, et terriblement infectées par des virus. Heureusement, de nombreuses provinces ont mis en place des programmes de sélection avec beaucoup de succès. Il y a de nombreuses souches locales qui sont maintenant disponibles, et le CIP a largement contribué à diffuser du matériel venant du monde entier et beaucoup plus performant. Récemment, certaines variétés industrielles ont été mises en œuvre aussi par des grandes entreprises pour la transformation. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un des facteurs de base, c'est la qualité des plants de pommes de terre au départ. Et donc ça nécessite une phase de multiplication importante qui souffre d'une part de l'absence de système de certification. Donc, il y a beaucoup de plants de pommes de terre disponibles, mais la qualité varie très très fort. Il y a du très bon et il y a du très médiocre. Traditionnellement, on plante, hein, le petit fermier peu formé replante des pommes de terre récoltées l'année d'avant et il obtient un résultat très médiocre. Ben oui, il travaille avec des plants qui sont complètement virosés. La pratique du tubercule coupé, du plant coupé a déjà été évoquée par Bruno également. D'un point de vue sanitaire, c'est évidemment relativement peu intéressant, mais c'est par le manque de professionnalisation du secteur de la production du plant. Heureusement, il y a donc plus de 300 entreprises publiques ou privées qui produisent des plants de pommes de terre et l'ordre de grandeur de la fourniture de plants de pommes de terre dévirosés qui seraient plantés, ce serait pour environ 50% de la surface. J'ai déjà mentionné le gros risque du nématode akyste qui pourrait être importé si jamais on se mettait à importer de façon trop importante des plants de pommes de terre de l'étranger, notamment d'Europe. Hein. C'est un peu triste à dire, mais il faut vraiment protéger la Chine de ce fléau. Oui, suivant. La fertilisation, elle est en Chine très supérieure à ce qu'on trouve dans d'autres pays. En moyenne, je pense que c'est environ 20 à 30% d'engrais en plus que dans les pays industrialisés comme la plupart des pays d'Europe et les États-Unis qui sont utilisés par hectare en Chine. Donc c'est très très important, avec une efficacité médiocre. Une augmentation des consommations d'engrais de l'ordre de 300%, mais pour une amélioration des rendements en grains de l'ordre de 60%. C'est quelque chose qui porte sur le grain, mais quelque chose de similaire est observé en pommes de terre. C'est lié notamment à l'utilisation d'une fertilisation non équilibrée. Donc, on fertilise beaucoup, mais pas nécessairement avec les éléments qui sont nécessaires. Il faut se rappeler qu'en pommes de terre, l'apport suffisant de potassium est très important. Et donc, l'utilisation de formules du type 13, 17, 15, c'est déjà mieux que le 15, 15, 15 dont parlait Bruno pour l'Afrique tout à l'heure, mais ça n'est quand même pas nécessairement l'idéal. Oui. Un cas particulier, c'est le cas particulier des sols acides. Vous voyez en bas à droite la carte des sols acides en Chine. Les zones orange et jaune sont des sols avec des acidités de l'ordre de 4-5, c'est très acide, ça bloque une partie des éléments nutritifs. Vous voyez au-dessus la carte d'un district, le district de Wuxi où nous avons beaucoup travaillé. Les zones rouges sont les zones avec des sols très acides, hein, des pH de l'ordre de 4. Eh bien, dans ces endroits-là, une
un apport de chaux, donc un chaulage, de l'ordre de 100 kg par mout, c'est-à-dire 1500 kg par hectare, augmente les rendements de 20% d'un seul coup. C'est absolument spectaculaire. C'est le genre de rêve que tout agronome fait, c'est de trouver une méthode qui augmente les rendements de 20% d'un seul coup. Eh bien, il y aurait probablement de très grands efforts à faire en termes de gestion des pH dans certains sols. Alors, les produits et la transformation des pommes de terre en différents produits, ben, ça passe par l'extraction de l'amidon. Pour le moment, c'est seulement environ 600 000 tonnes d'amidon qui sont produites par rapport aux 96 millions de tonnes de pommes de terre produites. Vous voyez, ça reste quand même confidentiel. Cet amidon sert à faire environ 300 000 tonnes de nouilles et peut entrer dans des tas d'autres ingrédients. Et donc, une des politiques actuelles du gouvernement, c'est de modifier les réglementations pour l'utilisation de l'amidon de pomme de terre pour pouvoir être mélangé, notamment de la farine de blé, par exemple, dans des préparations comme ce qu'on appellerait des pains, enfin le pain, les gâteaux, les pâtisseries, la biscuiterie, etc. On peut trouver aussi des efforts particuliers en termes d'appellation d'origine contrôlée ou d'appellation de produits spécifiquement enrichis. Et je pense notamment à l'exemple de la pomme de terre riche en sélénium, produite par la région de Henshe dans le Hubei, avec des sols particulièrement riches en sélénium, sachant que dans certaines régions de Chine, il y a des carences pathologiques en sélénium. Oui. Le secteur industriel classique, celui qu'on connaît dans les pays industrialisés, se développe aussi, avec des chips pour environ 390 000 tonnes, des chips recomposés de 370 000 tonnes et la frite surgelée qui se développe également, avec, bon, bien sûr, là, une interpellation. La Belgique est le champion mondial de l'exportation de frites surgelées. Bon, ben voilà, l'Asie se lève aussi dans ce domaine-là. Quelque part, on peut trouver tout à fait normal que le marché local soit desservi par de la frite surgelée locale. Le rôle de service public est vraiment fondamental. Il a été, ça fait partie des choses que j'ai pu observer d'une façon tout à fait convaincante. Le système d'avertissement contre le mildiou, pour la lutte contre le mildiou, s'il n'y avait pas eu le soutien des autorités publiques, on ne serait certainement pas là où on est arrivé maintenant. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir l'intensité des efforts qui sont consentis à des échelles locales. Donc on vise des zones pour lesquelles la pomme de terre est très importante et on met le paquet et on obtient des résultats qui sont quand même fort intéressants, notamment en termes d'allègement de la pauvreté, qui est un objectif stratégique des autorités publiques. Ce qu'on peut regretter parfois, c'est le manque de coordination entre certains services, par exemple entre des services chargés de la lutte contre les maladies et des services chargés de l'étude des sols. Eh bien, il n'y a peut-être pas assez de communication à ce niveau-là, une vision peu intégrée de l'agriculture. Bon, les problèmes, en fait, on les a déjà évoqués. Il y a la surfertilisation qui génère des problèmes d'eau, de qualité de l'eau, la dégradation des sols quand on cultive des sols dans des mauvaises conditions, avec des réductions de rendement par après. Le problème des pesticides est certainement très aigu, notamment lié en liaison avec la forte densité de la population à de nombreux endroits. Donc, pollution de l'eau de nouveau par les pesticides. Vous voyez les emballages complètement négligés là en haut à droite. L'exposition des travailleurs aux pesticides avec une prise de conscience très insuffisante par ceux qui sont exposés les premiers des dangers liés aux pesticides. Et bien sûr aussi le risque de développement de résistance des pathogènes, notamment avec les produits systémiques, dont l'efficacité est spectaculaire, mais se révèle perverse à moyen terme. On peut aussi citer comme problème le problème de l'utilisation d'énergie et les ressources limitées en engrais minéraux et bien entendu le changement climatique. Mais donc là, la pomme de terre est peut-être un petit peu favorisée puisqu'elle est plutôt résistante à la sécheresse par rapport à d'autres cultures et que le réchauffement de certaines régions pourrait lui ouvrir de nouvelles régions de culture.
Alors, le point de vue durabilité de la pomme de terre a été récemment bien illustré par un certain nombre d'études très sophistiquées, avec notamment l'observation, la comparaison de l'empreinte multifactorielle, hein, l'empreinte carbone, l'empreinte sur l'utilisation du sol et sur l'impact sur l'eau, où on voit donc dans les graphiques qui sont là, bon, on n'a pas le temps de s'étendre sur le détail, mais la pomme de terre, c'est la toute petite zone rose en haut des barres, et donc on voit que l'impact de la pomme de terre est relativement plus limité par rapport au riz, au blé ou au maïs. Alors, c'est un élément qui vient confirmer l'intérêt de la politique de Potato Staple Food, hein, donc la politique de renforcement de la position de la pomme de terre comme aliment de base, mais à certaines conditions, disent les chercheurs, hein, notamment augmenter la promotion de la pomme de terre comme aliment intéressant d'un point de vue nutritionnel auprès d'une partie du public chinois. Donc, dans les zones où on la consomme traditionnellement, il ne faut pas convaincre les gens, mais dans toutes les zones de l'Est en particulier, il y a vraiment des consommateurs à toucher en plus. Il faut continuer, deuxième condition intéressante, continuer à encourager l'industrie à transformer la pomme de terre en substitut pour le blé, donc pour faire plus de nouilles, plus de farine, plus d'amidon à mélanger dans des farines pour la pâtisserie, la boulangerie. Également promouvoir le développement de la recherche, notamment pour les variétés à plus haut rendement et avec des performances adaptées aux conditions locales. Et enfin, bien coordonner à la fois des politiques de sécurité alimentaire et des politiques de durabilité environnementale. Si je devais retenir 3 leçons importantes, je dirais, d'une part, la pomme de terre a vraiment en Chine un potentiel important dans certaines régions. Alors, pas partout. Il y a des tas de régions où ce n'est pas vraiment la bonne solution, mais il y a un certain nombre de régions où vraiment il y a un potentiel énorme. Le rôle des politiques cohérentes est fondamental. Là où les autorités mettent le paquet, eh bien, ça marche d'une façon impressionnante. Et enfin, si la recherche est importante, parce qu'il faut s'adapter aux conditions locales, la vulgarisation est absolument fondamentale. Et des endroits où la vulgarisation est insuffisante, eh bien, ne parviennent pas à décoller. Et donc, il faut à la fois une recherche agronomique qui permet d'arriver à améliorer les performances de la pomme de terre dans son contexte, mais il faut aussi mettre suffisamment de ressources pour former les acteurs, les opérateurs principaux de ça, qui sont les agriculteurs, évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci François pour cette intervention. Nous allons donc maintenant passer rapidement à des conclusions. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions dans la séance, dans l'onglet Q&A, Q&R de Teams. Nous allons donc y répondre dès après ces conclusions. Je voudrais aussi vous dire, avant d'oublier, que l'ensemble de ces présentations sera disponible dans les 3 langues sur YouTube, sur Internet. Donc, pour ceux qui se sont inscrits via Eventbrite, ils recevront un lien pour les consulter et elles seront aussi partagées sur le site web du CARA et les réseaux sociaux du CARA. Alors, en conclusion, donc, nous avons pu voir au fil de ces 3 présentations que la pomme de terre est une solution efficace face à des défis mondiaux, notamment en termes de résilience grâce à son rendement élevé, à son adaptabilité à différents systèmes agroécologiques, à un cycle de culture relativement court comparé à d'autres cultures et à une empreinte carbone réduite, encore une fois comparée à d'autres cultures. Alors, au niveau de la subsistance et des revenus pour les agriculteurs dans les régions rurales défavorisées, la pomme de terre joue un double rôle dans l'économie de l'agriculture familiale, celui de culture de rente et
ou d'aliments pour la consommation domestique. Lorsqu'elle est produite localement, elle peut jouer un rôle important en cas de crise alimentaire. Et la demande en pommes de terre transformées augmente dans les pays du Sud, ce qui génère une valeur ajoutée localement. Finalement, au niveau de l'énergie et de la nutrition, mais la pomme de terre est un aliment nutritif et riche en énergie et une excellente source de vitamine C, de potassium et de fibres alimentaires. Elle contient également des micronutriments comme le fer et le zinc. Alors, si on passe maintenant aux défis que nous pose la culture de pommes de terre en 2025, eh bien, on voit, d'après les présentations qu'ont fait nos trois intervenants, que la pomme de terre est face à un défi au niveau de la durabilité agronomique. Et donc, ont été mis en avant des problèmes de surutilisation ou de mauvaise utilisation des intrants agricoles, notamment les pesticides et les engrais. Des problèmes de rotation culturelle qui sont limités ou inexistantes, des problèmes de dégradation des sols, des problèmes dans la gestion de l'eau, dans la lutte contre les maladies. Et alors, un autre dernier point très important, c'est l'accès limité à des plants de pommes de terre sains et certifiés, même dans les pays où cela est en train de s'organiser. Deuxièmement, eh bien, il y a, comme pour toutes les cultures, l'aspect changement climatique qui entre en compte. Et donc, il y a un risque de vulnérabilité accrue des systèmes basés sur la pomme de terre, même si, comme l'a expliqué François, ce n'est probablement pas la culture qui sera la plus impactée. Finalement, il y a un aspect contrainte post-récolte et un aspect marché à prendre en compte avec, comme cela a été souligné notamment par Bruno, des problèmes de manque d'infrastructures de stockage, un accès fragmenté au marché pour les petits producteurs et un manque de visibilité des variétés locales et natives, comme l'a très bien expliqué André. Et donc, si on voit un peu tous ces challenges, comment répondre à ces challenges? Eh bien, on pourrait résumer cela en 5 points. Donc, il y a un besoin pour un soutien public coordonné. Je pense que l'exemple de la Chine montre que ça fonctionne. Il y a un besoin de recherche. La recherche est toujours nécessaire. Il y a un besoin de vulgarisation, d'accompagnement technique des producteurs et d'accès aux services agronomiques agricoles. Il y a un besoin d'incitation de marché. Et finalement, une des solutions aussi pour pouvoir avancer pourrait être la mise en place de partenariats entre le public et le privé. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Dans le cas où vous souhaitez nous contacter, donc le service agronomie internationale du CARA, ou si vous voulez qu'on passer vos questions aux différents intervenants par la suite, n'hésitez pas à nous écrire un mail à l'adresse qui s'affiche ici, donc m.bonave@cara.be.